D'être ici, d'être présent à la Paris Comic Expo. Nous, en tant qu'éditeur, on est très très content de revenir après un an de pause. Et donc voilà, je vous retrouve, je reconnais certaines têtes. Et comme à mon habitude, je vais vous faire pas le tour du propriétaire, mais je vais vous dévoiler un petit peu la logique qui sous-tend toute la publication de nos titres chez Urban. Et puis on va se projeter après un petit peu sur la fin d'année, que ce soit en DC Comics ou en indé, puisqu'on défend vaillamment ces deux types de publications, puisque les comics sont un genre pluriel, les super-héros sont un genre parmi tant d'autres, et on défend évidemment tous les genres et tous les types de comics. Et on est parti. Alors voilà, juste histoire de remettre un petit peu les choses en perspective, et puis aussi pour les gens qui ne connaissent pas le catalogue d'Urban Comics, revenir un petit peu sur cette évolution, parce qu'on a été créé du coup en 2012. On fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Média Participation, qui inclut Dargo, Dupuis le Lombard, Kana pour le manga, et puis voilà, le petit éditeur comics est arrivé, donc Urban Comics en 2012, suite à la signature du contrat entre Média Participation et DC Comics. Donc voilà, on a vraiment dès le départ choisi de s'adresser au plus grand nombre, mais on savait qu'on avait vraiment un travail pédagogique énorme à faire au niveau de DC, en fait, si vous êtes un lecteur de comics français, vous êtes surtout un lecteur de comics Marvel. Moi-même, j'étais un Marvel Boy pendant toute mon enfance, mon adolescence et un peu après. Et c'est vrai que l'univers de DC a été publié quand même en France. Il a été présent, on connaît tous Batman, Superman, Wonder Woman, à travers des récits, souvent qui étaient plus souvent des récits, des one-shots, plutôt qu'une publication exhaustive et suivie du contenu. Et on s'est donné comme mission vraiment de mettre à jour un petit peu toute la mythologie d'ici, de mettre en lumière cet héritage qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et bon, on va dire que le succès qu'ont connu nos premiers ouvrages nous ont indiqué qu'il y avait un réel intérêt du public français pour ces héros, sans doute un petit peu méconnus et paradoxalement les plus connus parmi tous ces gens à cap et en latex. Spandex plutôt. On continue, voilà, donc voilà, on a vraiment passé cette première année 2012 à développer en masse, de manière assez significative et signifiante, le catalogue DC et Vertigo. Donc on était avec une dizaine de titres sur ces deux labels. Et puis ensuite, on a vraiment élargi notre conception du comics à l'indé. On s'est également adressé à ce qui, à mon sens, un public qui est assez proche du lectorat de comics, ce sont les gamers. On a du coup eu ce nouveau label qui s'appelle Urban Games, donc c'est comics tirés de l'univers des jeux vidéo. Et puis pour compléter un petit peu la culture de nos lecteurs, c'était important pour nous aussi de fournir des biographies, des compléments de lecture sur des auteurs de comics, sur vraiment des légendes vivantes ou mortes qui ont vraiment donner aux comics ces lettres de noblesse, donc c'est le cas notamment avec Kirby, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais on travaille vraiment à développer une culture, presque 360 en fait, de nos lecteurs autour du comics. Et forcément voilà, le label Urban Indies qui a débuté dès 2013, pour nous c'était important de développer tout ce travail d'auteur que l'on fait, même quand on traite du super-héros, pour nous c'est important de mettre les auteurs en avant, que ce soit Ebro Baker, que ce soit Grant Morrison, que ce soit Greg Rucka, Geoff Jones. Ici, alors moins sur du super-héros, mais on a beaucoup travaillé sur les séries de Brian Vaughan, donc c'est Y le dernier homme, c'est Les Seigneurs de Bagdad. Et puis pour nous, ça nous semblait naturel de poursuivre ce développement, ce travail sur les auteurs, en allant chercher leurs nouveaux titres qui ne sont plus signés sous la label Vertigo, mais qui sont signés ailleurs, à savoir entre autres Image. Et Saga a été vraiment notre premier gros succès de cette ligne indé. D'autres suivront, mais on ne va pas aller trop vite. Voilà, quand je vous parle vraiment d'élargissement de la cible du comics, qu'on ne veut vraiment laisser personne en dehors, on s'adresse aussi aux spectateurs de séries télé, parce que c'est un vecteur vraiment énorme, et on se rend compte que sur des personnages, des licences comme Flash ou Green Arrow, c'est quelque chose de très très conséquent. Et on se sert vraiment de ces livres-là, qui ne sont jamais que les adaptations des séries télé, donc on est assez loin du matériel d'origine, mais ça nous permet un petit peu de nous en servir comme un cheval de Troie. C'est qu'à chaque fois dedans, on met, voilà, si vous avez aimé ce que vous avez vu ou lu, vous pouvez vous référer aux bandes dessinées, puis parfois même on met l'épisode de Carmine Infantino dans The Flash, la série télé, donc ça nous permet vraiment d'initier à une plus grande échelle. Et puis en 2015, on a commencé encore plus à élargir et puis à s'adresser aux enfants, parce que on ne faut pas scier la branche sur laquelle on est assis, il faut intéresser de nouveaux lecteurs et des lecteurs jeunes tout simplement à cet univers qui est l'univers d'ici en général, puisque c'est surtout une collection qui pour l'instant est centrée autour des super-héros, avec Batman et les nouvelles aventures, toute cette adaptation de la série des années 90, co-créée par Paul Dini et Bruce Timm.
Mais on va aussi un petit peu plus loin, on va s'intéresser à d'autres séries télé comme Adventure Time, comme My Little Pony. Voilà, on est vraiment dans cette logique de s'intéresser à un lectorat plus jeune. Et puis Urban Graphic également, qui est un autre label qui là se rapproche plus de ce qu'on pourra tendre à faire dans les années à venir, c'est-à-dire la création. C'est que quand vous êtes un éditeur, vous rencontrez les auteurs forcément. On a rencontré les auteurs de Day Tripper, qui sont Pablo et Gabriel Bain, et ils nous ont choisi, nous ont fait confiance pour publier en France leur nouveau roman graphique. C'est vraiment ce type de rencontre qui fait naître en fait ces envies de faire un petit peu autre chose. Et Urban Graphic est vraiment traduit notre volonté de concrétiser en fait des projets qui ne pourraient pas forcément trouver leur place en indé ou encore moins chez Vertigo ou d'ici, et donc de leur offrir ce toit. Et c'est une ligne qui maintenant va être nourrie régulièrement, de manière assez ponctuelle, parce qu'on est vraiment là dans le fruit d'une relation, donc souvent c'est assez long, on accompagne une création, donc on sera très très parcimonieux sur cette série. Et puis dernier label né, c'est Urban Strips, où là on remonte vraiment à la forme originelle des comics, à savoir les strips, donc ces bandes dessinées, vraiment littéralement des bandes qui étaient publiées dans les quotidiens américains depuis le début du 20e. Donc voilà, on reste vraiment dans cette volonté d'élargir, de s'adresser à tous les publics possibles au niveau du comics. Donc je vais dérouler la présentation. J'espère qu'on aura assez de temps pour vous laisser poser quelques questions à la fin. Je vais faire au plus vite. C'est une promesse. On va s'intéresser du coup au titre jusqu'à fin 2016. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel d'histoire, un petit peu vous montrer la manière dont les titres que l'on publie s'enchaînent et s'imbriquent, la cohérence un petit peu qu'on essaie d'instaurer dans les différentes séries, les différentes sagas, parce que vous savez sans doute l'univers d'ici est vieux de plus de 75 ans maintenant, mais voilà, demande une certaine culture, et il ne faut pas brusquer les gens. C'est-à-dire qu'on ne va jamais dire que les comics c'est facile, en tout cas les comics de DC ou de Marvel c'est facile, parce que c'est pas vrai. Ça ne demande pas forcément d'avoir tout lu, mais on se fait vraiment un devoir en tant qu'éditeur de mettre entre vos mains les outils qui vont vous permettre d'appréhender ce type d'univers de la manière la plus simple possible. Donc voilà, c'est pas facile, mais on va vous aider à comprendre. Et tout ça, ça passe donc voilà, par des timelines, par des présentations de personnages, par des introductions, des résumés. Vous savez, en gros, quand vous prenez chacun de nos bouquins, où vous vous situez un petit peu dans une histoire un peu plus large de l'univers d'ici. Donc on veut vraiment vous donner les clés d'un univers, vous puissiez profiter en fait d'une lecture autonome. Donc on a ces outils éditoriaux à l'intérieur des livres, et un outil qui est un petit peu plus transparent, ce sont les collections. Et au tout début, quand on a récupéré le catalogue d'ici, on a décidé de manière un petit peu arbitraire de partager, de faire de ces 75 ans d'édition, 3 grandes périodes avec DC Archive pour tout ce qui est de la fin des années 40, ce qui a été publié aux États-Unis, de la fin des années 40 au milieu des années 80, c'est de l'archive, c'est en gros du vintage. De 85-86 à 2011, on a décidé que ça allait être une période classique, un peu plus simple d'accès, qui correspond un peu plus au canon graphique auquel on est habitué. Et puis DC Renaissance, à partir de 2011, cette fameuse, ce New 52, donc en septembre 2011, où DC a relancé toutes ces séries pour la première fois au numéro 1. Là, on va se concentrer sur cette période qui est très très dense, à savoir la période qui est entre 86 et 2011, à savoir la période DC classique, avec ces 2 bornes temporelles que sont le Crisis on Infinite Earths, que nous n'avons pas encore publié, et Flashpoint qu'on a publié assez rapidement pour pouvoir enchaîner et expliquer aux gens ce qui allait se passer un petit peu après dans la collection DC Renaissance. On a commencé à développer et à détricoter un petit peu cette période en publiant Crise d'identité, donc qui est un récit sur la Justice League, qui est l'un des premiers récits qui va vous mettre en contact, un peu violent, un peu violemment plutôt, et un peu brutalement, avec l'univers d'ici, tous ces personnages, puisque là on a pas moins de 60 personnages à l'écran, en tout cas sur les pages, et qui vont tous être liés à la tragédie que va subir l'un des couples. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, sinon je les suis encore demain. Mais voilà, on a vraiment ce premier événement qui va concerner énormément de personnages à travers un drame qui va permettre une empathie en fait, entre le lecteur et l'univers d'ici, de voir tous ces personnages super-héroïques complètement effondrés par la tragédie personnelle d'un des leurs. Ils vont se poser énormément de questions, et de ce premier récit va découler plutôt une autre saga qui s'appelle Infinite Crisis. Là, vous avez le premier tome, mais c'est une saga en 5 tomes qui va également concerner énormément de personnages.
on le verra tout à l'heure, cette saga va poser les bases de ce qui viendra également plus tard. On est vraiment à chaque fois dans ce type d'enchaînement logique entre les différents events, ce qu'on appelle vraiment événements éditoriaux. Ce sont des crossovers, ce sont des séries qui s'entremêlent, et dont les personnages partagent la même aventure ou la même tragédie, et qui trouvent leur conclusion souvent dans des batailles assez épiques. Donc ici on est un petit peu au milieu de cette année, de cette période classique. On a ces deux pierres un peu fondamentales qui vont ensuite permettre aux auteurs de dérouler un petit peu tout le reste. Là, je vais revenir un tout petit peu en arrière, puisque jusqu'ici, on n'avait pas publié le Crazy on Infinite Earths. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un récit qui demande une certaine connaissance de l'univers d'ici. Il faut vraiment faire attention, on aurait pu commencer par ça dès 2012, mais je pense qu'on aurait perdu beaucoup de monde. On aurait fait plaisir, je pense, à 2000 lecteurs, mais on aurait perdu les 10 000 autres. Et pour nous, on est vraiment là pour bâtir de manière progressive en fait, cette culture, de les intéresser, de créer ce lien empathique, et ensuite de les intéresser à savoir ce qui a pu se passer avant, et quelle est cette crise dont tout le monde parle. Maintenant, en fait, en gros, si vous avez commencé à lire du DC avec Urban, vous avez en fait est-ce que vous avez une bibliothèque monumentale? Vous avez en gros toutes les clés pour aborder de manière assez sereine cette crise de Crazy on Infinite Earths, donc une œuvre monumentale de Marv Wolfman et George Pérez. Pourquoi monumentale? C'est qu'en fait, elle vient mettre fin on va dire à 50 ans de publication d'ici. C'est que depuis les années 40, les personnages d'ici se côtoient, donc c'est un univers partagé, les Batman connaissent Wonder Man, qui connaissent Superman. Les univers vont s'étoffer, les castings également, on va avoir une Bat Family, on va avoir une Super Family, on va avoir énormément de multiplication de personnages, en plus de terres parallèles, puisque quand certains scénaristes veulent raconter leur propre histoire, ils se rendent compte que ça peut rentrer en contradiction avec ce qui a été raconté avant, donc pas de problème, on va créer une terre parallèle, je vous la fais vite, hein. On crée une terre parallèle pour pouvoir avoir un peu plus l'écho des franges. Le problème, c'est qu'au bout de 50 ans, ça devient le bordel. Donc vraiment, le Crazy on Infinite Earths, c'est le grand ménage, c'est le grand coup de balai, c'est Marv Wolfman, ce scénariste, et George Pérez, ce génie du dessin, qui ont été chargés de remettre un petit peu d'ordre dans la chronologie, en gros de faire table rase du passé et de repartir un petit peu à zéro, ce qui ouvrira du coup la période classique. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça c'est une couverture, hein, c'est pas l'intérieur, c'est Alex Ross au dessin, l'intérieur est assez touffu aussi, mais voilà, maintenant on publiera en plus de Crazy on Infinite Earths un compagnon, c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir qu'ici vous allez avoir la fin d'énormément d'histoires, ou même la mort de personnages, et pour nous c'est important pour que vous soyez un peu émus par rapport à la disparition, par exemple, gros spoiler, de la cousine de Superman. Il faut peut-être que vous ayez connu un petit peu ce qui s'est passé avant de connaître les liens qui lient Superman à sa cousine, et c'est pour ça que on va publier un petit tournement du Crazy en juillet, le Crazy on Infinite Earths Compagnon. Ce sont des récits du coup de la période précédente, et qui vont vous permettre un petit peu de raccrocher les wagons et de combler un petit peu toutes ces lacunes, tout ce matériel qui n'est pas encore publié en France jusqu'ici. Donc voilà, c'est une aide en fait pour encore plus profiter de Crazy on Infinite Earths. Je vais vraiment essayer de faire plus court. Voilà, donc on a posé la base avec Crazy on Infinite Earths, et ça nous permet de dérouler un petit peu après. Là on sera en août, ou toute fin août ou début septembre. On va pouvoir dérouler en fait, une fois qu'on a compris l'espèce de reboot de l'univers d'ici, ça nous permet du coup de développer d'autres séries, comme le Justice League International, de Kev Giffen, Jean-Marc de Mattéis et Kevin Maguire, qui faisaient là ses premiers pas dans l'univers des comics. Qu'est-ce que c'est que Justice League International? C'est la Justice League, mais sans Superman et Wonder Woman. Alors vous me dites qu'il y a Batman, c'est cool, mais en fait à part ça, il n'y a que des seconds couteaux, que des personnages dont personne ne voulait. En fait, il fallait un petit peu, je pense, tout le génie de ces deux scénaristes pour en faire quelque chose d'intéressant. Ils ont choisi en fait un angle qui était très très inédit. C'est qu'ils se sont dit, voilà, puisque personne n'en a rien à secouer en gros de ces personnages qu'on récupère, mais on doit quand même faire de la Justice League avec, et ben on va faire ça, on va en faire une blague. Une blague jusqu'à un certain point, mais on est vraiment sur un mode de comédie avec cette série, un petit peu à l'image de cette illustration où vous avez un peu carrément une troupe de cirque. Et c'est vraiment l'esprit qui règne dans la série, c'est vraiment super drôle. En gros, c'est Friends avec des capes, on est vraiment sur une œuvre qui a marqué son temps, qui a surtout marqué une nouvelle écriture. C'est quand vous lisez du Geoff Jones aujourd'hui ou du Bendis, vous avez vraiment ici, avec de Mattéis et Giffen, la genèse en fait c'est eux qui ont posé en gros les bases de ces nouveaux rapports entre les personnages, de ces dialogues percutants, de ces vannes incessantes.
Et vous me dites, voilà, la Justice League sont ses personnages principaux, mais il y a Batman, c'est qu'en fait on est en 86, et à l'époque Batman, eh ben, c'est pas un personnage bankable encore, c'est qu'on est avant les films de Tim Burton, c'est-à-dire que Batman a été excessivement connu après Tim Burton, il y a eu une vraie Batmania, mais avant en fait Batman c'est un personnage, c'est un peu comme Superman aujourd'hui en France, c'est que bon, il faut le publier, donc il faut en faire quelque chose, et il décide de le mettre en espèce de maître d'école un petit peu de cette cour et de cette classe un petit peu turbulente. Et on poursuit, après Justice League International, on va pouvoir dérouler avec les archives de la Suicide Squad, donc qui sont, vous avez sans doute entendu parler de la Suicide Squad récemment, puisqu'on aura un film en août, et avant cette incarnation très moderne et très trash de cette équipe de super vilains qui est obligée de bosser pour le gouvernement parce qu'ils ont une puce, soit dans le cou, soit dans le bracelet, enfin bref, s'ils réussissent pas leur mission, ils meurent, et s'ils meurent au cours de la mission, c'est pas grave, ce sont des méchants. Bref, pour faire rapidement. Donc ce concept-là existe déjà dans les années 88, elle existait même un petit peu avant. On va se concentrer ici sur la période classique. Et ça a été scénarisé par John Ostrander, dessiné par Luke McDonnell, et on est sur cette oui, c'est ça, une alliance contre nature, c'est qu'on est vraiment sur un récit de losers, de toujours ces personnages secondaires sur lesquels on a beaucoup plus de liberté, qui permettent du coup de créer des nouvelles narrations, des nouveaux types de narrations. Donc, on est avec Justice League International et Suicide Squad sur vraiment les bases de ce qu'on va être le comics moderne. Et pour nous, c'est important de profiter de l'exposition d'un film comme Suicide Squad pour donner accès à ce matériau inédit aux lecteurs qui seraient intéressés par les personnages. Alors vous voyez, le casting est légèrement différent de ce qu'on peut voir jusqu'ici sur les écrans, mais vous avez ici la bande originelle. Donc on a Deadshot quand même qui est toujours un petit peu le pilier de cette équipe où chacun va se trahir. Forcément, ils partent à 8 et ils reviennent rarement à plus de 5. Donc il y a beaucoup de trahison. Faut pas oublier que ce sont des super méchants. Donc on a une lecture qui est assez, qui est en fait à chaque fois imprévisible. Donc avec le Captain Boomerang qui est un petit peu comment dire, c'est un peu la pute du groupe, c'est vraiment celui qui va vous mettre un coup dans le dos, tout le monde se fout de sa gueule parce que son talent, c'est les boomerangs, ça intéresse personne, ça fait marrer tout le monde, ça fait marrer certains coéquipiers qui ne rentreront pas à la maison. Voilà. Et puis pour tenir ensemble cette équipe de super vilains, il fallait un personnage au moins aussi odieux et vicieux que cette bande de dégénérés. Ça a été Amanda Waller qui, donc, dans l'activité principale est de mettre les gens du mur, vraiment, littéralement, Amanda the Waller, qui sera interprétée par Viola Davis dans la Suicide Squad. Elle a connu diverses incarnations. Donc on est vraiment ici dans une... je parlais de maître d'école pour Batman, ici on est plus sur une espèce de mère tortionnaire. Et après, les archives de la Suicide Squad qu'on publiera du coup en 5 albums, à partir de juillet, d'août, pardon, on va aller un petit peu plus loin dans la chronologie et on va s'intéresser à Checkmate. Checkmate, c'est une série scénarisée par Greg Rucka et qui est en fait la nouvelle incarnation un petit peu de la Suicide Squad. On va retrouver un petit peu les mêmes personnages. C'est Amanda Waller qui va également gérer tous ces personnages qui, eux, ne sont pas forcément des vilains, du moins ne sont pas que des vilains, mais après les événements de Infinite Crisis, d'où la petite flèche de causalité, on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu tempérer l'action des super-héros, donc on va créer cette cellule undercover, mais surtout on aura pour chaque super-héros, on aura son pendant humain. Donc à chaque fois, les humains et les super-héros vont se pondérer un petit peu dans leurs actions. On est vraiment dans un espèce de Gotham central pour super-héros, pour encaper. Et c'est vraiment avec toute si vous connaissez un petit peu l'ambiance qu'il y a dans les Gotham centrales de Greg Rucka, on est vraiment sur ce mode-là avec un développement des psychologies de personnages très très pointues, notamment des personnages féminins. Il a vraiment un vrai talent pour mettre en avant tous ces personnages féminins. Donc une série qui sera elle complète en plus. Voilà ce que ça donne un petit peu graphiquement avec Réseau 16 au dessin. On a des personnages secondaires, des personnages qu'on aura également croisés un petit peu avant dans la Suicide Squad. On aura donc vous avez vu Catman, vous avez vu, parce qu'on va également parler de Catman dans une autre série tout à l'heure. On a également la visite de Deadshot. On a vraiment tout cet univers un petit peu de barbouze entre la Suicide Squad et Checkmate qui vont forcément se croiser à un moment. Et puis en plus toujours en restant dans cet univers un petit peu d'espionnage, contre-espionnage super héroïque, on aura également Deadshot, la série Deadshot et les Secret Six. C'est également une série qui émane de la saga Infinite Crisis, donc qui était scénarisée par Gail Simone
et dessiné par Nicolas Scott. Et on va s'intéresser ici sur les conséquences encore de l'Infinite Crisis, la manière dont toute une frange des méchants vont décider de... ils en ont marre d'être humiliés par les super-héros, ils vont vraiment décider de taper fort, entre autres auprès des proches des super-héros, donc vraiment des méthodes déloyales, mais ce sont des super-méchants. Et contre cette grosse vague d'initiatives des super-vilains, on va retrouver un petit peu ces 6 canards boiteux emmenés par Deadshot qui vont refuser de s'allier à cette cause du mal éternel. Eux sont plus des mercenaires que des super-vilains, et ils ont décidé en gros de faire bande à part. Le problème c'est qu'ils vont se retrouver chassés par les super-héros et par les super-vilains. Donc voilà, on est vraiment encore une fois sur des personnages un peu plus secondaires et qui permet une liberté de ton qu'on n'avait encore jamais vu avant. Donc on est jamais vu avant. On avait vu les prémices avec Justice League International, mais on est ici un petit peu dans l'héritage de cette écriture. Voilà un petit peu au niveau du casting. C'est également là, parce qu'on n'est pas avec des personnages qui sont forcément très très vertueux. Des gens vont tomber dans l'escalier en gros, et ils seront remplacés par d'autres têtes, parfois un peu plus connues comme Bane, entre autres sur la fin de la série. J'adore les timelines. Et donc ensuite avec Checkmate, vous avez vu qu'on construit progressivement tout le casting, on l'enrichit, tout le casting de super-héros de l'univers d'ici. Ça nous permet vraiment d'installer ce qui va suivre, à savoir 52. 52 qui est une énorme saga qui a été publiée en 2006 aux États-Unis et qui arrivera en 2017 chez nous. Mais voilà, ça demande vraiment de poser avant les bases pour profiter à fond de 52. Qu'est-ce que c'était 52? C'était l'une des premières séries hebdomadaires de DC, qui réunissait Mark Waid, Geoff Jones, Grant Morrison et Greg Rucka, qui ont fait une œuvre monumentale. Et à mon sens, je pense que si je vous l'avais donné comme ça, brut de décoffrage, avec tous ces personnages dont vous n'aviez peut-être jamais entendu parler, je pense qu'on aurait été dans le mur. Là, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Voilà, laissez-nous faire, ça va bien se passer, ça sera dense. Il y a pas mal de choses à lire, mais on vous promet vraiment de découvrir tout ce qu'on nous a caché en fait, jusqu'à aujourd'hui de l'univers d'ici. Donc voilà, un petit récapitulatif du programme des festivités avec Juliette, le Crazy Distributors, qui pose les bases de ce qu'on va développer après avec GLE, Archie Suicide Squad et puis Deadshot ensuite et Checkmate, et puis en 2017 52. On va poursuivre, je check juste un peu le temps, ok. C'est parti, on va passer à la seconde avec une série qu'on n'a pour l'instant pas encore publiée. On a commencé à s'intéresser à l'œuvre de Warren Ellis en octobre dernier, en lui consacrant carrément un mois avec la fin de Planetary, l'une des séries qui l'a fait connaître, avec également le Warren Ellis Présent Hellblazer et puis sa nouvelle série indé Trees. Ce travail donc, a déjà été fait et ça nous permet ensuite d'enchaîner sur la suite, puisqu'en juin prochain nous aurons la série Planetary. Ici ce n'est pas Planetary, c'est The Authority, c'est une autre série qu'on nous réclame à corps et à cri depuis janvier 2012. Donc ça fait un petit moment, je pense que les voix sont devenues un petit peu éteintes maintenant. Un petit peu de mal, un petit peu comme moi là maintenant. Voilà, The Authority, c'est une série importante pour l'œuvre de Warren Ellis. C'est un petit peu toute proportion gardée, c'est un petit peu le Watchmen de Warren Ellis. Et qu'à partir de cette série, et un petit peu avant, il va réussir à trouver un ton tout à fait nouveau pour l'écriture du super-héros. On est ici vraiment dans une revisitation des codes, des relations entre les super-héros, de leurs responsabilités, non pas simplement au niveau des USA, mais au niveau du monde entier. Donc on aura aussi des interactions avec l'ONU, avec des véritables gouvernants d'États existants. Donc on n'est plus du tout dans quelque chose d'abstrait. C'est vraiment ce côté réaliste des relations humaines, mais également des impacts des actions super-héroïques que ces agents vont avoir sur le monde. Donc ça, The Authority, c'est une série qui est complète en deux, enfin à peu près, mais on verra si on poursuit un petit peu après. Mais surtout, ce qui est important, c'est de publier des choses avant, pour comprendre d'où vient The Authority. The Authority, en fait, c'est une équipe, ça a été vraiment l'évolution d'une équipe qui a trouvé ses racines dans Stormwatch. Stormwatch, c'était une formation de super-héros, c'était l'un des premiers boulots de Warren Ellis sur du super-héros pur jus. On va dire un des premiers boulots notables, et c'est là vraiment qu'il va se faire un petit peu les dents sur le genre. Et on va dire que ça commence de manière assez conventionnelle. On est chez Image, puisqu'à l'époque, Stormwatch, qui est un label de Wildstorm qui a été publié par Image, la boîte de Jim Lee, on était du coup sur du truc hors DC, hors Marvel, mais ça restait comme du super-héros assez basique. Warren Ellis va mettre quelques numéros à trouver son rythme, et surtout, il faut savoir qu'à la même époque, il commence à écrire Transmetropolitan, et l'influence de Transmet sur Stormwatch, son écriture de super-héros, va se ressentir très très vite, et très rapidement, le projet initial va prendre énormément d'ampleur jusqu'à aboutir vraiment à cette forme, on va dire, quasi parfaite
de l'équipe de super-héros, avec notamment le concept de The Authority, donc qui sera reprise un petit peu plus tard par Mark Millar. Je dois quand même mentionner le dessin de Ryan Hitch dès le tome 2. Avant le tome 1, on avait Tom Ramey, entre autres. Et puis voilà, on aura du coup Warren Ellis et Ryan Hitch sur le tome 1 de The Authority, et ensuite Mark Millar et Frank Whiteley sur la suite. Il y a d'autres récits après, on verra si on poursuit. Donc voilà, ça arrive en octobre, la première marche, ou la première brique de ce monument qui est cette série, The Authority, qu'on du coup sous-titrera Les années Stormwatch. On sera sur 2 tomes consécutifs, qu'on publiera de manière assez rapprochée. Rivers. Eh ben, ça va rester à l'état de diapositives uniques, puisque je n'ai pas plus d'informations que ça, que tout ce que vous pouvez lire. Donc j'attendais, si vous avez su des infos, n'hésitez pas. On est en attente comme vous, en fait, de lire vraiment ce qui va se faire sur Rivers, de voir un petit peu si on va créer une nouvelle collection. Est-ce qu'après Edition Renaissance, il va y avoir une rupture nette dans la temporalité pour créer... Alors, Rebirth, ça veut dire Renaissance en anglais, donc je suis bien attrapé. Je sais pas, on verra. La deuxième venue, je sais pas ce qu'on va trouver. Je nous fais confiance, si vous avez des idées, n'hésitez pas. On prend. Mais voilà, toujours est-il qu'on reviendra rapidement vers vous dès qu'on a plus d'infos. Mais voilà, laissez la police faire son travail, rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. On va s'intéresser maintenant, on va refermer le pan d'ici, et du coup Wildstorm, de notre catalogue, pour s'intéresser au titre indé, en commençant par l'auteur, par un récap un petit peu de ce qu'on a publié jusqu'ici en tout début d'année, les œuvres un petit peu marquantes, les nouvelles séries, surtout je vais me concentrer là-dessus, avec Descender de Jeff Lemire et de Sina Nguyen, Low, qui est une des nouvelles séries de Rick Remender et Greg Tocchini, Rat Queens également, de l'heroic fantasy assez barré pour tous les rôlistes, les anciens et les jeunes. Oui, parce que quand on est un ancien rôliste, on est forcément super vieux. The Autumn Lands, qui est l'œuvre de Kurt Busiek et Benjamin Dewey, qui va recréer un monde de fantasy à partir de rien et dans un univers anthropomorphique brillamment illustré par ce jeune illustrateur. Et puis Tokyo Ghost, une autre série de Rick Remender, dessinée par l'excellent Sean Murphy. Donc vous pouvez trouver encore, je crois, des versions couleur sur le stand, plus de versions noir et blanc, il me semble. Trop tard. Rendez-vous en librairie. Un auteur sur lequel on va se concentrer en septembre prochain, puis forcément toujours, c'est Grant Morrison. Et comme on aime bien faire, en fait, c'est qu'on va vous proposer en même temps la dernière œuvre majeure du scénariste, mais également l'une de ses premières œuvres. Un petit peu comme on avait fait pour Sean Murphy, on avait publié Punk Rock Jesus, et le même mois, on publiait Off-Road, qui était son premier roman graphique, histoire de donner une vision assez panoramique et d'évolution aussi des auteurs que l'on suit de manière régulière. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec Zénith. Pareil, je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas le temps. Mais sachez quoi, ce sera une œuvre, une intégrale qui sera complète en 2. Et on revient sur cette réécriture un petit peu du mythe du super-héros. On est dans les années 80, on est sur l'héritage en fait, que va devoir porter un jeune anglais des années 80 sous un thatcherisme assez violent, qui lui, en fait, il rêve de tout, sauf de se taper l'héritage super-héroïque et toutes les responsabilités de ses parents. Et lui, en fait, on est un petit peu sur, je ne sais pas si vous connaissez The Smiths et le chanteur guitariste Morrissey, mais on est vraiment sur cette ambiance générationnelle, un mec qui n'en a rien à foutre, qui va devoir être malgré tout rattrapé par son époque et la société, et les responsabilités qui vont avec. On est sur un dessin majoritairement en noir et blanc, très représentatif de l'école anglaise de l'époque, à savoir 2000 AD, donc ce magazine qui est toujours en cours de publication en Angleterre, qui n'est pas très très connu en France. Si vous connaissez Judge Dredd, vous connaissez en gros la partie la plus connue de l'héritage de 2000 AD en France. Mais voilà, on est du coup sur une œuvre qui va poser les bases de tout ce que Morrison va ensuite développer dans ses futurs projets. Autant, on va dire que, alors je parle beaucoup de Watchmen et d'Alan parce que ça reste comme le point de référence de tout. Ici, on peut aussi l'associer à un Watchmen, et un Watchmen beaucoup plus lumineux en fait que ce qu'a pu faire Moore dans un côté très sombre. Ici, c'est beaucoup plus léger. Morrison a lui ce véritable amour en fait pour les super-héros. C'est vraiment ce qui transparaît dans cette série-là. Voilà, on est avec Steve Yowell au dessin, vraiment un superbe trait noir et blanc très très précis. Et je vous parlais de la manière dont on aime bien tendre et sous-tendre un petit peu nos rythmes de publication et puis créer des liens entre ce que l'on publie. Donc voilà, on publiera également Annihilator, qui est la dernière grande œuvre de Grant Morrison, où il va nous raconter à travers les aventures et surtout les mésaventures d'un scénariste à Hollywood, ce qu'il a été en fait un temps. Donc on a aussi une grosse part d'autobiographie dans ce récit.
un petit peu tout, voilà, toutes les œuvres de la création, de la page blanche, du rapport avec le personnage, vraiment tout ce qui est très cher en fait à ce scénariste écossais qui adore casser le quatrième mur.